Bon, je vous invite à prendre place. Nous avons un matin spécial. Puis, j'aimerais juste faire une petite présentation avant qu'on commence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait à matin puis la semaine prochaine? C'est un type de enseignement pour dire qu'on va faire de temps en temps dans l'Église. Tu sais, il y a bien des enjeux dans la société, des enjeux moraux qui sont compliqués. Honnêtement, j'étudie la philosophie depuis quasiment 10 ans, puis c'est des questions que des philosophes ne sont pas capables de même trouver un accord entre eux autres. Les médecins ne trouvent pas des accords entre eux autres. C'est des sujets qui sont compliqués. Pour même des spécialistes, des fois, à regarder. Puis, qu'est-ce que j'aimerais faire? Pas tout le temps, mais peut-être une ou deux, trois fois par année, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir, de regarder ces sujets dans l'Église, pour qu'on puisse, comme Église, être bien réfléchi dans notre approche à ces sujets. Donc, ce dimanche ici, puis le dimanche prochain, on fait deux présentations sur le sujet de la marijuana, surtout la marijuana récréative. Je ne dirai pas plus dessus. J'ai travaillé beaucoup avec François Gauthier dans les derniers mois. On s'est rencontrés souvent. On a fait beaucoup de recherches. Puis après, quand on a fait des recherches, on a fait valider notre recherche. Donc, on a envoyé nos présentations, on les a envoyées à des médecins chrétiens expérimentés pour qu'ils pouvaient valider nos affaires, pour corriger s'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. On l'a envoyé à d'autres philosophes, je l'ai envoyé même à un policier, puis une infirmière. Et je peux vous dire, j'ai eu des nouvelles, pas de tout le monde à date, mais j'ai eu des nouvelles des deux médecins. Puis les deux médecins, ils ont confirmé nos études, ils ont confirmé que tout ce qu'on disait, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, puis dimanche prochain, c'est exact. Alors, ça, c'est très encourageant pour nous autres parce que tu travailles fort, tu mets beaucoup d'efforts dedans, puis après ça, tu te fais confirmer par quelqu'un d'autre dans le domaine qui s'y connaît bien. Ça fait vraiment, ça fait du bien. Alors, sans tarder, parce que je ne veux pas prendre son temps, la première présentation, ça va être François Gauthier qui va vous présenter des questions en rapport avec le marijuana, puis je les laisse continuer. François. Je vais vous dire, c'est un privilège d'avoir une des nôtres qui est en train de faire cette présentation. C'est vraiment le fun. Est-ce qu'on peut mettre... Wow. Ça fait étrange de s'entendre parler. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, David m'a présenté, je suis François. Moi, je suis intervenant au niveau de la santé mentale dans le milieu communautaire. La toxicomanie est bien sûr un domaine qui nous touche. C'est correct comme ça? Est-ce qu'on peut afficher la présentation, s'il vous plaît? Pendant que ça s'affiche, je vais compléter. C'est ça, je suis intervenant dans le milieu communautaire au niveau de la santé mentale. J'ai terminé un certificat cet automne pour me spécialiser au niveau de la santé mentale. Toxicomanie et santé mentale sont bien sûr des domaines qui se côtoient. Et ça va être aujourd'hui vous présenter de quoi parle-t-on réellement, surtout à travers l'Église, parce que c'est vraiment important qu'on sache. Il y a beaucoup d'informations, de fausses informations qui est véhiculée au niveau du cannabis. Et surtout avec l'arrivée de la légalisation au mois de juin-août, le principal argument chrétien s'effondre. On peut voir dans Romains. Les deux arguments principaux étaient cités de Romains 13.1 et de 1 Pierre 2, 13.14. Dans Romains, on peut lire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans 1 Pierre 2, 13-14, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Et c'était l'argument dès mon jeune âge, puis peut-être même durant que vous étiez jeune. David était mon pasteur jeunesse à Trois-Rivières, et souvent quand il était question des drogues, c'était assez simple. C'était les versets qui étaient sortis. C'est biblique, c'est simple. Ce que notre gouvernement considère comme inadéquat, comme criminel, le chrétien ne peut pas embarquer là-dedans. Il ne peut pas consommer, ni vendre, ni produire du cannabis à la maison.
Et cet argument-là, malheureusement, va s'écrouler avec la légalisation. Donc, d'où l'importance de prendre un temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que réellement le cannabis, c'est quoi ses effets sur le cerveau. Mon thème va se mettre sur deux blocs. Le premier, on va entrer dans certains mythes et la réalité, qui sont souvent des arguments qui sont avancés pour ou contre le cannabis, qui ne sont pas nécessairement vrais. Ensuite, on va voir plus qu'est-ce que vraiment le cannabis. On va parler au niveau du THC, le chanvre versus le cannabis. On va aussi voir les effets physiologiques et les comportementaux aussi du cannabis. Premier mythe et réalité. Affirmation 1, le cannabis agit d'une manière similaire sur le cerveau que l'alcool. Ça, c'est le principal argument que pour les pro-légalisation utilisent, étant donné que l'alcool est considéré comme une drogue, elle est légale. Donc, c'est la même chose du cannabis. On va le voir plus en détail plus tard, mais la réponse est faux. Il y a une grande distinction à faire entre l'alcool et le cannabis. Deuxième affirmation, ça, c'est beaucoup entendu au niveau des parents qui sont bien inquiets, qui veulent que les jeunes ne consomment pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils vont mettre des affirmations un peu épeurantes? Le cannabis détruit les cellules du cerveau. Encore une fois, la réponse est faux. On pourra voir comment ça agit sur le cerveau, mais en aucun cas, les cellules du cerveau ne sont affectées directement. La troisième affirmation, le cannabis réduit la taille du cerveau. Ça, j'ai même vu des intervenants, des associations de psychologues, de psychiatres faire des banderoles et mettre ce terme-là pour faire peur aux gens. Et encore une fois, les études ne confirment pas que le cerveau réduit en fumant du cannabis. Quatrième affirmation, le cannabis est inoffensif. C'est aussi un argument qui est souvent utilisé pour dire que ça ne fait rien, ça n'a aucun effet, ce n'est que du pur bonheur en consommer. Encore là, la réponse est totalement fausse. Pour bien comprendre avant ce qu'est le cannabis, je vais vous montrer des notions de base. Parce que la première notion, c'est qu'est-ce qu'une substance psychoactive? C'est une substance, vous avez la définition en haut, substance qui agit sur le psychisme de l'individu en modifiant son fonctionnement mental. Elle peut entraîner des changements dans les perceptions, l'humeur, la conscience, le comportement et diverses fonctions psychiques et psychologiques. J'ai pris la peine de souligner deux faits. Substance qui agit sur le psychisme et peut entraîner des changements. Dans le fond, au niveau du cerveau, c'est automatique. N'importe quelle substance psychoactive va venir jouer au niveau cérébral, mais au niveau comportemental, au niveau de l'humeur, c'est une possibilité. Mais cette possibilité-là est bien réelle et c'est important de le mentionner. Les substances psychoactives sont classifiées au niveau de 5 grandes familles. La première famille, c'est les dépresseurs du système nerveux central. Ces substances ralentissent le fonctionnement psychique d'un individu en diminuant le niveau d'éveil et l'activité générale du cerveau. Elles relaxent leur utilisateur. Celui-ci est alors moins conscient de son environnement. Vous avez par exemple les antidépresseurs, les sédatifs, les anxiolytiques et bien sûr l'alcool. Le deuxième sont les stimulants qui font l'effet inverse, qui stimulent l'activité cérébrale de la personne en augmentant le niveau d'éveil et stimulant ainsi en accélérant le processus mental. Les consommateurs sont plus alertes et énergétiques. Et au niveau des stimulants, on a affaire à 2 sous-catégories, les stimulants qui sont dits majeurs et les stimulants qui sont dits mineurs. Quand on parle de stimulants majeurs, mais l'activité est beaucoup plus intense au niveau du cerveau et on parle de la cocaïne et des amphétamines. Quand on parle de stimulants mineurs, on fait référence surtout à la caféine puis à la nicotine. La troisième catégorie, les perturbateurs du système nerveux. Ces substances sont appelées hallucinogènes. Elles perturbent le fonctionnement psychique d'un individu. Elles provoquent des altérations plus ou moins marquées du fonctionnement cérébral, de la perception de l'humeur et des processus cognitifs. Et c'est là que c'est la catégorie dans laquelle on classe le cannabis et tous ses dérivés. On peut voir maintenant qu'il y a une différence au niveau de l'alcool qui est un dépresseur et au niveau du cannabis qui est un perturbateur. Les deux autres
catégories sont moins importantes. Je vous les nomme quand même parce qu'elles sont présentes. Les médicaments psychothérapeutiques, surtout utilisés au niveau des troubles mentaux. On parle des stabilisateurs de l'humeur, des somnifères, des antidépresseurs, des antipsychotiques. Ils sont surtout consommés pour ça, sont sous prescription aussi. Nous avons les androgènes et les stéroïdes, surtout utilisés dans le milieu sportif pour améliorer les capacités des personnes. Et ces 5 classes-là viennent jouer au niveau cérébral. Je vous présente ici, ce sont 2 neurones. Les neurones sont le réseau routier de l'information au niveau du cerveau. Comme vous voyez, ces 2 neurones-là sont en parfaite santé, même s'il y a une consommation, plusieurs parties des neurones vont rester telles quelles. Ils ne vont pas se dégrader. Les neurones marchent, le corps marche vraiment d'une manière très spéciale, très complexe. Les neurones marchent par influx nerveux, puis ce réseau routier-là ne se touche pas. Vous voyez ici, au niveau de la synapse ou de la fente synaptique, le message de l'influx nerveux, le message électrique, est transformé en messager chimique, qu'on appelle neurotransmetteur ou médiateur ou neuromédiateur. Dans le fond, c'est juste le messager qui fait le pont entre les 2 neurones, étant donné que ce réseau-là ne se touche pas. Et un corps humain en santé, un être humain qui est en parfaite santé, a entre 80 et 100 milliards de neurones. Que c'est un réseau qui est très complexe. Et où ce que la consommation de substances psychoactives vient faire effet, c'est au niveau de la fente synaptique des neurotransmetteurs. Elle peut bloquer, certaines substances vont bloquer les messagers chimiques, d'autres vont justement faire en sorte de sécréter beaucoup plus de neurotransmetteurs et d'autres vont même s'imiter. Puis au niveau des neurotransmetteurs, on a ici les récepteurs. C'est tellement complexe, chaque type de neurotransmetteur, parce que le corps, tout dépendant le message qu'il veut passer, émet un neurotransmetteur qui est différent. Et chaque neurotransmetteur a son récepteur spécifique. Il ne peut pas aller n'importe où. Tout est bien ordonné dans notre corps. Et c'est vraiment à ce niveau-là, certaines, comme le cannabis, vont imiter les neurotransmetteurs. Ils vont venir se lier justement aux récepteurs spécifiques. Et les neurones ne sont pas faits pour être surstimulés constamment. Le corps même recherche tout le temps un équilibre. Et il va détecter au niveau des neurotransmetteurs, quand il y a une consommation, il va détecter justement un niveau trop élevé. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, comme étant une machine parfaitement... Merci. Comme étant une machine parfaitement calibrée, le corps va diminuer sa production de neurotransmetteurs parce qu'il voit qu'une molécule qui est externe à lui, il vient compenser le corps en diminuant sa productivité. Plus qu'il y a une intensité au niveau de la consommation, plus qu'il y a une intensité dans le temps, notre usine va diminuer sa fabrication de neurotransmetteurs. Et c'est ce que ça va faire quand quand la personne va arrêter, le corps va venir en réaction. Parce qu'il va détecter, il faut qu'il refasse un processus qui est inverse. S'il a détecté au début qu'il y a trop de substances, il a arrêté de produire des neurotransmetteurs pour garder un équilibre. Il faudra qu'il détecte à nouveau qu'il y a un manque. Et on peut vivre des symptômes qui sont physiques. On parle des symptômes de sevrage, principalement, au niveau du corps, des maux de tête, des maux de cœur, des tremblements. Et ça peut venir aussi au niveau psychologique. On peut être irrité, on peut être anxieux, vivre de l'angoisse. C'est un effet qui est normal parce que le corps voudra retrouver son équilibre et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Plus qu'on consomme, plus qu'il y a une intensité aussi dans le niveau de la consommation de la personne, plus longtemps que le corps va prendre du temps avant de retrouver son équilibre. Aussi au niveau des neurotransmetteurs, ici, les neurones peuvent décider, eux, de désensibiliser leurs récepteurs progressivement.
Et la personne aura, après de prendre un comprimé ou un joint de cannabis, va dire, voyons, j'ai plus les mêmes effets. C'est ce qu'on appelle l'effet de tolérance. Le corps s'est habitué à la substance, qui fait en sorte que la personne ne reçoit plus les mêmes effets normalement. Il va même hausser son niveau de consommation, qui va s'intoxiquer plus pour avoir le même effet de base. Et plus que la consommation va avoir lieu, plus qu'au niveau des récepteurs, ils vont devenir de moins en moins réceptifs aux neurotransmetteurs. Et c'est la même chose pour la production. Lorsqu'il y a un arrêt de consommation, les récepteurs ne retrouvent pas automatiquement leur sensibilité de base. Ça va reprendre encore du temps au corps de se réhabituer parce qu'en consommant, le corps retrouve une espèce d'équilibre synthétique qui est faux. Il ne retrouve pas son état naturel. Ça va prendre du temps avant de briser ce nouvel équilibre synthétique à retrouver l'état naturel. Et comme David nous a spécifié aussi, on a fait des travaux. Et bien sûr, ça se peut que ça soit complexe aujourd'hui, mais au niveau de l'écrit, pour ceux qui vont être intéressés, vous pourrez retrouver ces images-là aussi, ainsi que nos explications qui vont être plus pointues. Et qu'est-ce que ça fait aussi au niveau du corps? Vous avez le cerveau ici. Le cerveau est composé dans diverses parties. Nous avons le lobe frontal, le temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le thalamus, l'hypophyse, la moelle épinière, l'hippocampe. C'est chaque partie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le lobe frontal, c'est là qu'on trouve le jugement, la réflexion. On a cette partie ici, que c'est le mouvement, la sensation, la vision, la douleur aussi, la joie au niveau du cerveau, que non seulement ça vient jouer au niveau des neurones, mais ça vient directement jouer aussi au niveau de votre cerveau. Et pour vous montrer que les substances psychoactives ne sont pas à prendre à la légère, j'ai des citations qui viennent d'études de différents milliers, différents chercheurs. Et je vais vous citer un peu les conclusions qui en arrivent de ces chercheurs-là. Au niveau de l'alcool, une consommation abusive peut interrompre le développement cortical du cerveau, altérer les fonctions supérieures et engendrer davantage de comportements impulsifs. Ceci est accompagné du risque accru d'abus de dépendance. Pour ce qui est du cannabis, chez les adolescents grands consommateurs de cannabis, on retrouve davantage de déficits neurocognitifs au niveau des capacités d'apprentissage et de la mémoire comparativement aux adultes ayant le même profil de consommateurs. Et je m'adresse pour ce qui est des adolescents dans la salle. Je vais vous dire que le cerveau, à 18 ans, n'arrête pas de se développer. Il arrête de se développer aux alentours de 25 ans. Que votre cerveau est dans une phase qui est critique parce qu'il continue de faire ses connexions neuronales. Il continue d'apprendre, il continue de se développer et la consommation peut venir brouiller les cartes. Ce n'est pas automatique, mais c'est un risque qui est là, qu'il faut le dire aussi. Et pour les adultes, même si vous dites « moi, mon cerveau a arrêté de se développer », mais vous êtes aussi à risque. Moins à risque parce que le cerveau, justement, étant fini de se développer, il y a moins de changements qui se fait, mais il y a un risque associé à n'importe quel type de drogue, à n'importe quel type de substance. Elles jouent toutes au niveau du cerveau. Il y a toutes des conséquences. Il n'y en a pas une, même si on peut classifier comme l'alcool ou le cannabis, qui peut être moins pire que la cocaïne ou l'héroïne. Ils jouent toutes et ils ont tous un risque. Il faut considérer ce risque-là, peu importe ce qu'on prend. Au niveau des amphétamines, la prise d'amphétamine à dose élevée peut aussi amener la perte de mémoire à court terme. La consommation de cocaïne affecte l'esprit d'un certain nombre de façons. Plus les gens consomment longtemps, pire peuvent devenir les lésions. Au fil du temps, la cocaïne peut également causer des changements physiques dans le cerveau. Certains de ces changements peuvent affecter la capacité des consommateurs à fonctionner dans la vie, le travail ou à l'école. Lorsque quelqu'un vient dépendant, il vient un peu l'esclave de cette drogue-là, parce que j'ai vu à travers mon métier du monde perdre leur emploi, du monde que leur femme ou leur conjoint leur a demandé de quitter la maison parce qu'ils n'étaient plus capables de subvenir aux besoins de leur famille, parce qu'ils présentaient un risque pour les enfants.
C'est ça la réalité au niveau des drogues. Maintenant, rentrons plus dans le sujet du cannabis. Qu'est-ce que le cannabis réellement? Encore là, un petit mythe et réalité. Première affirmation, le cannabis peut être utile. C'est souvent, surtout chez les pro-cannabis, qu'on nomme cette affirmation-là. La réponse pourrait peut-être surprendre. Oui, mais 3 petits points. Je vais prendre le temps de faire certaines distinctions, voir qu'il peut avoir des utilités au cannabis et que ce n'est pas 100% mal. Deuxième affirmation, le cannabis ne crée pas de dépendance. La réponse est faux. On a souvent dit, c'est une des drogues que oui, qu'on développe une moins grande dépendance. On parle environ de 11% des consommateurs de cannabis qui vont un jour développer une dépendance. Ça vient environ à 1 personne sur 11. Et ils vont vivre autant de syndromes psychologiques que physiques au niveau de la dépendance. Troisième affirmation, je peux développer une schizophrénie en consommant du cannabis. Ce fameux argument-là doit être nuancé. Encore là, oui, mais on pourra la regarder plus tard. Quatrième affirmation, il y a une différence entre le cannabis récréatif et le cannabis médical. La réponse est faux. On prendra le temps aussi de faire la nuance, les nuances qui s'imposent. Good. Avant de commencer, je vais vous parler du THC. Qu'est-ce que le THC? C'est la substance psychoactive. Son vrai nom, il est le delta-9-tétrahydrocannabinol, qu'on va synthétiser ça en THC pour en parler. C'est une des substances que l'on retrouve dans le cannabis, ainsi que le CBD, qui est une autre substance psychoactive. On retrouve ce qui donne les effets aux consommateurs. Le buzz qui est recherché par les consommateurs se retrouve dans le THC. Et lorsque je vais vous nommer certains pourcentages de THC, vous pourrez entendre du 8, du 15 %, puis même vous avez probablement fait des recherches ou entendu des choses sur le THC pour vous dire, mais 8 %, bien, c'est donc rien 8 %. C'est peut-être vrai pour un examen. Avoir 8 % dans un examen, c'est vrai que c'est pratiquement rien. Mais au niveau des drogues, 8 % ça peut être intense. Et aujourd'hui, pour vous donner un indice, le cannabis est la première substance qui cause des psychoses. Quand le monde arrive en psychiatrie, en état psychotique, le cannabis est la première chose qui les apporte à l'hôpital. Donc 15 %, c'est en moyenne. Ça peut venir beaucoup plus haut aujourd'hui, ça peut venir plus bas aussi. Puis dans les années 60, c'est autour de 5-8 % et les gens voyaient les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, ça tourne autour de 15 %. Certains plants peuvent monter à 22 %. Certains produits peuvent monter jusqu'à 90 % de concentration de THC. Que si vous entendez 12 %, ce n'est pas rien. Ça a des effets, puis ça peut vous apporter à l'hôpital. Donc, un des arguments que j'ai souvent entendu et lu, c'est que le chanvre et le cannabis, c'est la même chose. La réponse au niveau de la botanique, c'est oui et non. Les deux font partie de la grande famille des cannabacées. Cette famille-là se distingue dans différentes plantes. Certaines plantes ne contiennent aucun THC, dont le chanvre, ou souvent appelé chanvre industriel, qui est depuis les années 90, qui est de nouveau légal. Ce chanvre-là ne contient pratiquement 0,3 % et moins de THC. C'est une plante qui est surtout utilisée au niveau des matériaux de construction, au niveau des cosmétiques, qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Dans une épicerie IGA, chez Walmart, vous pourrez retrouver des graines de chanvre pour la consommation. Ce sont des graines qui sont très nutritives. Il n'y a aucun danger d'intoxication. Parce que non seulement cette plante-là, à l'état naturel, le chanvre industriel ne contient très peu de THC, mais les producteurs font les croisements pour retrouver le moins possible de THC dans le plant. Puis aussi en Europe, c'est aussi légal. Les Français, eux, au niveau du chanvre industriel, on parle de 0,02 %.
C'est 0,1% de moins qu'au Canada, que c'est totalement ridicule. Et c'est surtout, contrairement au cannabis récréatif, c'est la tige qui est utilisée au niveau du chanvre. Puis même en Nouvelle-France, le chanvre était cultivé. Sa fibre est utilisée pour faire les cortages pour les bateaux de l'époque. Pour ce qui est du cannabis récréatif ou médical, parce que ça vient du même plant, en réalité, eux, les croisements, ce qu'on recherche, c'est les familles de plantes de la famille des cannabacées qui ont un taux élevé de THC à la base. Et aujourd'hui, on fait des croisements génétiques pour monter le taux de THC, pour avoir tout le temps le plus haut taux de THC possible. Et ces plantes-là se retrouvent à travers le monde. C'est la deuxième drogue la plus consommée après l'alcool. Que oui, il y a une différence entre le cannabis qui est récréatif, pas au niveau du plant, mais au niveau de l'utilisation, on peut voir que le chanvre a une utilisation qui est adéquate. Comme matériau de construction, c'est un matériel qui est super isolant. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui, en faisant cette nuance-là, on peut voir la bonne utilité d'un plant de cannabis. Parce que si vous tournez dans un livre de botanique, vous allez des P, vous n'allez pas trouver le plant de pot. Ça n'existe pas. C'est des termes qui sont très québécois pour désigner les choses, mais non, on ne retrouvera pas. On va retrouver chanvre. Mais il faut faire cette nuance-là. Quand on lit du chanvre, il y a le chanvre qui est industriel, puis il y a le chanvre qui est récréatif, qu'on appelle cannabis. Et surtout pour ceux qui veulent être contre le cannabis, mais c'est important parce que en tant que chrétien, il faut considérer que le cannabis, cette plante-là, fait partie de la création. Elle a sa place dans la création. Et c'est à nous, comme chrétiens, de trouver le juste milieu dans son utilisation. Il y a aussi au niveau médical, le cannabis qui peut être remis en médicament. Il y a 2 médicaments que Santé Canada a approuvés ayant du THC, le Napilone et le Sativex, qui sont pas mal à utiliser. Au niveau de la pharmacologie, je n'entrerai pas dans les détails parce que la pharmacologie est quelque chose de vraiment très poussé, très aiguillé. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. J'ai même eu un cours de pharmacologie à travers mes études. Et c'est compliqué, je vais vous dire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de complexité. Mais si quelqu'un dans la salle a ça comme médication, il ne faut pas qu'elle se sente mal de l'utiliser. Il y a moins de danger que fumer. On va voir les dangers que représente le cannabis fumé ou ingéré dans les aliments. Le cannabis, à quoi ça ressemble? Les 2 images du haut sont ce qu'on appelle communément le pot, l'herbe, la marie. Ce sont la fleur et la feuille séchée qui sont égrenées pour être fumées. L'image de droite me provient de la GRC, du département qu'on a reçu comme courriel. Vous voyez, elle n'est pas verte, elle est bleue ou violacée. Quand je vous parlais qu'il y avait des mélanges qui se faisaient au niveau des plants, le crime organisé s'organise aussi pour vendre plein de produits. Ceci est des produits dérivés. Le bleu s'appelle le Blueberry Kush, qui est un mélange me semble, c'est du cannabis indien avec d'autres à 70%, et le reste vient de différentes autres souches de cannabis. Ce qui a été rapporté à la police, ça, on en a retrouvé, ces 2-là, on en a retrouvé au Canada, au Québec. Il n'y a pas eu de saisie, mais les informations c'est qu'ils ont une saveur maintenant, saveur de bleuet. C'est des produits dérivés, si on peut appeler ça de même. Et le cannabis violacé aussi a une couleur différente à ce niveau-là. Et ils ont des effets aussi différents. Même s'il n'y a pas eu de saisie de la part des policiers, l'information qu'ils ont sur le terrain des personnes qui ont vu ça passer, les effets sont beaucoup plus intenses de ce qu'on peut retrouver du cannabis traditionnel. Il y a 2 manières de consommer ce cannabis-là. C'est soit que vous l'égrenez pour le fumer ou pour le mettre dans vos aliments. On retrouve ici l'huile de cannabis et c'est de hashish.
Et vous retrouvez ici le hashish, qui est la sève du cannabis, qui est souvent coupée avec de l'aîné ou d'autres produits. Pour ce qui est de la ici, on parle environ d'un taux moyen de 15 %, ça peut monter à 22 %, à 30 %, à 40 %. Pour ce qui est de l'huile, on peut parler de 30 à 60 %. On peut voir plus aussi, mais ce sont les données qu'on est capable de recueillir. Puis pour ce qui est du cannabis médical, il n'y a aucune différence parce que ça vient de la même plante. On recherche les feuilles. Et même certaines entreprises disent qu'ils font entre 10 et 22 %. Que même le crime organisé qui font en moyenne du 15 %, mais ils en font avec un taux de THC plus haut en industrie pour le cannabis qui est médical. Que c'est pareil à ça. Et au niveau du cannabis médical aussi, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il y a très peu de recherche qui est faite, qui va dans le sens qui lui donne un remède à une souffrance quelconque qui est physique. Ce qu'on sait, ce qui est bien documenté, c'est au niveau de la douleur chronique, au niveau de la fibromyalgie. Certains soldats qui ont, dans l'exercice de leur fonction, sont revenus du combat, qui ont été gravement blessés, ça atténue la souffrance, mais ça guérit en rien la souffrance. Et il y a tellement eu de fausses nouvelle qui a été propagée au niveau du cannabis que même l'Association canadienne du cancer a même affiché pour dire que non, le cannabis ne guérit pas le cancer. Ça s'était tellement véhiculé comme croyance que les associations prestigieuses comme la Société canadienne du cancer a dû mettre un avertissement en disant que c'est une fausse croyance. Et surtout, fumer le cannabis contient 50 % de plus de goudron qu'une cigarette. Les études démontrent que fumer un joint revient à fumer 4 à 10 cigarettes. On retrouve aussi dans le cannabis les mêmes effets, dans les joints de cannabis, les mêmes effets cancérigènes que dans la cigarette. Et c'est la première forme de consommation la plus répandue. Et à travers tout ça, les images, je vais me tasser pour que le monde voit mieux. À travers tout ça, un consommateur peut mélanger le hashish avec de l'herbe, avec de l'huile, ce qui donne des concentrations. Si on dit en moyenne, l'herbe, c'est 15 %, 30 à 60 %, 30 à 60 %, mais ça fait tout un mix pour le consommateur qui va le mélanger. Il peut même le mélanger avec du tabac, qui est aussi très néfaste selon les études. Les fumeurs de cigarettes qui veulent aussi avoir l'effet du cannabis, qui mélangent les deux, c'est un mélange toxique. Parce que quand on mélange un perturbateur, un dépresseur ou un stimulant du système nerveux central, les effets peuvent être multipliés ou additionnés. C'est encore là des risques, mais ces risques-là ne sont pas calculés, ne sont pas calculables, que c'est vraiment jouer à la roulette russe. Vous avez une chance sur X nombre de fois que ça se passe bien et vous ne pourrez pas savoir quand la prochaine fois pourrait être fatale au niveau de votre santé. Aussi, il peut être égrené, comme j'ai dit, pour être mangé. Et les risques sont les mêmes au niveau des effets. Mais c'est plus traite quand c'est mangé parce que le temps que ça digère, les effets vont arriver beaucoup plus tard que fumer. Lorsqu'on parle de fumer, on parle des effets qui arrivent dans les premières minutes, qui peut aller jusqu'à 1 heure. Et lorsque c'est consommé, le cannabis, on parle de 30 minutes, de 20 à 30 minutes jusqu'à 1 heure, tout dépendant de la capacité de votre système digestif. Il y a quelqu'un qui prend un muffin ou n'importe quel aliment contenant du cannabis, il en mange, il s'attend, ou comme n'importe quoi, à voir au bout de quelques minutes l'effet. Il fait « voyons, j'ai rien ». Il risque fort de reprendre une autre dose. Et lorsqu'il va finir de consommer, ça peut paraître drôle, j'ai entendu du monde rire, mais en réalité, ça l'est puis ça ne l'est pas en même temps parce que la personne, quand elle va réaliser que les effets embarquent, il va savoir s'intoxifier peut-être 3, 4, 5 fois plus élevés
qu'est-ce qu'il aurait dû. Et les risques pour la santé mentale et physique sont là. Quels sont ces fameux effets-là? Le cannabis, comme j'ai dit dans les premières minutes, apporte des effets. Ces effets-là sont distingués en 2 phases. Premièrement, la phase d'euphorie qui arrive rapidement. On parle de là d'un sentiment d'euphorie, une impression de bien-être, une impression d'une confiance en soi qui vient. Les gens viennent beaucoup plus sociables. Ceux qui sont gênés, ils disent « je vais prendre ça, je vais devenir plus sociable ». Mais c'est pour une durée d'1 heure. C'est une durée très limitée. Ça le montre aussi la présence d'idées magiques. Les idées magiques, c'est assez simple. C'est croire qu'on peut réaliser des choses qui demanderaient beaucoup de temps. Un consommateur peut dire « Ah, moi, je vais te déménager en 5 minutes. Tu vas voir, je vais arriver chez toi. Là, le frigo, tout est pacté en 5 minutes. En 10 minutes, ton déménagement est fait. » C'est une pensée magique. Je pense que tout le monde ici a vécu ou aidé quelqu'un à déménager. On sait qu'un déménagement ne prend pas 5 minutes. Que ces idées magiques-là sont présentes pour le consommateur. Et ensuite vient la phase de torpeur, où justement le corps va s'affaisser. Il y aura une diminution des réflexes, une perte de mémoire à court terme et à moyen terme, diminution du temps de réaction, diminution de la coordination et la baisse de l'attention. Au niveau de la mémoire à court terme, aussi, on le retrouve dans la première phase d'euphorie et on le retrouve aussi dans la phase de torpeur. Cette phase-là vient dangereuse parce que, surtout au niveau de la conduite automobile, conduire sous l'effet du cannabis, c'est pas très prescrit, même si nos gouvernements n'ont pas mis en place des mesures encore adéquates à ce niveau-là. Ça reste un danger. Et comme n'importe quelle drogue aussi ou substance psychoactive, ça se peut qu'elle ne vous fait pas. Ça se peut que votre corps réagisse très mal. Et lorsque la substance ne vous fait pas, vous vivez les effets inverses. Que si on prend la phase d'euphorie, au lieu de vivre un sentiment de confiance et de bien-être, vous allez vivre de l'anxiété et du stress. Et c'est aussi en cas de sevrage de la substance, du cannabis, vous vivez les effets inverses de ce qui devrait normalement être. Et aussi, le cannabis est liposoluble, c'est-à-dire qu'ils sont captés dans les graisses et sont gardés dans les graisses et relâchés au bout de quelques jours. Que plus que vous en consommez, même si vous ne ressentez plus les effets directement du cannabis, le corps reste encore intoxiqué. Il libère un taux de THC dans le corps au fur et à mesure. Il y a quelqu'un qui dit « j'ai fumé il y a 4 heures, je pars ». Eh bien non, il y a des risques qui sont toujours associés à ça. Pour revenir à la fameuse question, consommer du cannabis amène la schizophrénie. Oui, s'il y a prédisposition génétique. Et comment on peut savoir si on a une prédisposition génétique à développer une schizophrénie? Faut qu'elle se développe pour le savoir qu'on l'a. Ce n'est pas détectable dans le corps. Il n'y a aucun médecin, aucun spécialiste, psychiatre, psychologue qui sera capable, dans une consultation, de vous dire « Fais attention, toi, tu as une prédisposition génétique, ne consomme moins de choses possibles. » Et ce n'est pas parce qu'on est susceptible de développer une schizophrénie que le cannabis va automatiquement réveiller cette schizophrénie-là. Ça se peut que vous consommez puis elle ne se réveillera jamais. Ça se peut que vous vivez un moment de stress puis là qu'elle se réveille. Ou ça se peut aussi qu'en consommant, vous vivez une psychose et que cette psychose-là va vous amener à développer cette schizophrénie-là qui sommeillait en vous. Il y a aussi la consommation au niveau de la grossesse. Mesdames, consommer du cannabis durant la grossesse peut apporter beaucoup de problématiques. Et encore là, j'insiste pour dire que ce sont des risques. Ce n'est pas automatique. Mais les risques qui sont associés sont la diminution de gestation avec accouchement prématuré, travail prolongé et difficile,
un retard de croissance intra-utérien, hypotropie, souffrance fœtale, mort fœtale précoce, affaiblissement des mécanismes immunitaires, faible poids à la naissance, handicap intellectuel, retard de croissance, syndrome de mort subite du nourrisson, hyperactivité, problème d'attention et troubles de comportement. Que quand j'entends dire le cannabis, il n'y a pas beaucoup d'effets, plus que j'étudie, plus que je lis sur cette substance-là, plus que je me rends compte qu'il ne faut pas banaliser. Ce n'est pas parce que ça va devenir légal que ça va devenir banal. Et aussi, une des conséquences du cannabis n'est pas tant dans la substance, mais dans notre perception des choses. On est dans un siècle où l'expérience individuelle prend une place qui est vraiment démesurée. Moi, je fais ça comme ça, donc ça devient la norme. Ça va peut-être déjà arrivé d'aller au cinéma pour dire je voudrais écouter un film, puis ton ami te dit non, il ne va pas écouter ce film-là, je l'ai vu, il est plate. Et c'est basé sur rien, c'est basé sur un feeling. Le cannabis, c'est pas parce que quelqu'un l'a essayé, et souvent, au niveau de l'intervention, c'est ça que j'ai vu. Du monde dire pourquoi tu me dis qu'il y a un risque de schizophrénie, il y a un risque de ci, il y a un risque de ça. Moi, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que j'en consomme, je n'ai jamais rien eu. Je suis bien content pour ces personnes-là, mais il reste que la réalité, l'expérience vécue de la personne ne reflète en rien la réalité de la substance. Ça ne fait que banaliser aussi. Et quand il y a eu un article qui est sorti d'un des grands centres de dépendance de Montréal pour dire que la psychose, l'état psychotique, n'a rien à voir d'ailleurs avec la schizophrénie, qui sont deux choses qui sont séparées. Quand ils ont dit justement que le cannabis était la première substance qui apportait à la psychose au niveau de la psychiatrie, ils ont laissé des commentaires. Permettre les gens d'écrire, de questionner, de mettre leurs réflexions ensuite. Et les premiers commentaires sont des expériences personnelles. Ils vont même accuser les psychiatres, les chercheurs en disant « Vous ne connaissez rien à ça. Chez nous, dans mon quartier, le monde en consomme, aucune schizophrénie, aucun effet psychotique. Vous devriez en fumer, vous allez savoir c'est quoi, parce que moi, je le fume, donc c'est comme ça que ça se passe. » Et encore une fois, je mentionne que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Plein d'articles de journaux aussi qui détaillent. Il y en a un qui me vient en tête, que vous allez retrouver d'ailleurs dans le document, que je cite l'article, que vous pourrez même le retrouver sur Internet. C'est une fille à ses 18 ans, son chum et son frère, pour lui fêter, il lui fait prendre un joint, ça se finit à l'hôpital psychiatrique. La fille ne croyait même pas que son chum était son chum. Tellement qu'au niveau des perceptions, il y avait de la paranoïa qui était embarquée. Ils ont réussi à la porter à l'hôpital parce qu'elle avait cru que son frère était réellement son frère. Et quand le médecin arrive, beaucoup de difficultés à rentrer en contact parce qu'il y a une perte de contact avec la réalité. Et c'est un des effets du cannabis. On peut perdre le contact avec la réalité. Et en conclusion, suite à ça, il y aura un temps de questions. Les questions, si sont d'ordre personnel, je me permets de les prendre un à un. Que si vous avez d'autres questions par rapport aux substances et en lien avec la présentation, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais pour en venir à la conclusion, la semaine prochaine, David va être son tour. Il va aborder les dépendances, la substance et la liberté chrétienne. À travers tout ça, comment le chrétien doit se positionner. Qu'un matin, on a vu les effets au cerveau, comment ça interagit avec le cerveau, et au niveau comportemental, on en a vu les effets. Et je voudrais vous laisser avec 4 versets que vous pourrez prendre le temps de lire chez vous et de les regarder. Ça va être une belle introduction pour la présentation de David. On a 1 Pierre 5, 8, Tite 2, 2, 1 Timothée 3, 2 et 1 Timothée 3, 11, qui parlent au niveau de la sobriété. Parce que vous allez le voir, les termes cannabis ne sont jamais mentionnés dans la Bible. C'est souvent l'alcool qui est mentionné,
Mais à travers ces versets-là, c'est les thèmes de la sobriété. Et ça va faire une belle introduction pour vous la semaine prochaine quand David va faire cette présentation. Pour ce qui est pour moi, ça se conclut. Je sais qu'au niveau neurophysiologique, ça pouvait être lourd ou difficile, mais rassurez-vous, à travers le document, vous allez retrouver ces mêmes images-là avec des explications qui vont être beaucoup plus concrètes, si ça a été un peu dur pour vous à matin de suivre à ce niveau-là. C'est ce qui conclut ma partie. Ah, puis juste en passant, ça me flash, il y a aussi des études au niveau du cannabis qui démontrent que le cannabis et le premier passage à l'acte sont intimement reliés. Les consommateurs qui consomment du cannabis, quand ils vivent une phase plus difficile, étant donné que ça en enlève l'inhibition, ça augmente le risque de passage à l'acte. Beaucoup d'études démontrent, malheureusement, que les fumeurs de cannabis sont plus susceptibles, s'ils ont des idées suicidaires, de faire un premier passage à l'acte, qui est très regrettable. Merci pour votre écoute. Et j'aimerais